le live film sur Film Guinée avec le leader de l'UFDG, M. Cellou Dalein Diallo. Alors, en dehors de la politique, est-ce qu'il y a une cause sociale ou une question qui vous tient particulièrement à cœur? Écoutez, en dehors de la politique, j'aime le social. J'ai marqué mon amitié, ma solidarité avec des amis, avec des personnes que je connais lorsqu'ils ont des difficultés. Donc j'effectue, je suis très à l'aise d'être avec mes amis, d'échanger comme ça depuis toujours. Et puis avant j'aimais jouer à la belote, maintenant je n'ai plus le temps. Depuis que je suis au gouvernement, avant j'aimais beaucoup jouer à la belote. Maintenant je n'ai pas le temps, mais aujourd'hui c'est l'activité politique et l'activité sociale. Je lisais beaucoup avant, je lis moins. Maintenant, bon, on m'envoie beaucoup de livres, parfois dédicacés, mais le temps de la lecture c'est réduit. Plutôt c'est Internet, parce qu'actuellement mon bureau c'est le téléphone. Je reçois beaucoup de textos, beaucoup de mails et beaucoup d'informations à traiter. Il y a des réponses. J'ai des invitations, je reçois sur mon mail, il faut répondre. Il y a des militants du parti qui m'envoient parfois des courriers que je reçois par mail, il faut répondre. Pratiquement pas de temps, quoi. Oui, il y a très peu de temps. Très peu de temps, je me couche vers 1 heure, 2 heures, le temps de lire. Je n'ai pas le temps de répondre la journée, par exemple, pour certaines questions ou certaines demandes, j'ai besoin de bien formuler les réponses. Donc il faut que je sois vraiment un peu isolé, et je le fais. Si vous devez plutôt donner un conseil à M. Cellou Dalein Diallo, très jeune que vous fûtes, quel conseil lui transmetteriez-vous? Écoutez, d'abord c'est de travailler, parce que je dois avouer, pendant mes études à l'université, surtout, j'ai fait l'économie, je ne me suis pas investi pour étudier certaines matières. Ça m'a gêné, il m'a fallu reprendre, alors que je me retrouve au CEFEP avec d'autres Africains qui avaient le même niveau, j'avais 35 ans. Il y avait des matières que j'étais censé avoir vraiment assimilées, ce qui n'était pas le cas. Il fallait m'investir pour me remettre à niveau. Parce que vous savez, il n'y avait pas trop de rigueur, notamment au niveau de l'université. Donc, tu étais brillant dans certaines matières avec des coefficients, l'idéologie, comme c'était le cas. Bon, d'autres tu négligeais, mais tu sentiras toujours la lacune qu'il faudra combler. Donc il faut travailler, essayer d'assimiler les cours qu'on te dispense avec le maximum de volonté, parce que tu en auras toujours besoin. Et justement, comment vous allez donner un conseil, par exemple, je sais pas, à M. Cellou Dalein, le politicien? Si vous devez lui donner le jour où vous avez su que vous devez vous engager en politique, aujourd'hui avec toutes les expériences que vous avez accumulées, est-ce que vous avez un conseil à transmettre ce jeune leader-là qui venait de se lancer en politique et qui se disait, bon, j'ai un chemin à parcourir ou peut-être que je peux le faire? Oui, alors, deux choses, l'humilité. Les gens qui viennent pour militer dans ton parti, ils ne viennent pas souvent chercher de l'argent ou des avantages, surtout si tu es dans l'opposition. Mais ils ont besoin de respect et de considération. Pour les fidéliser, il faut le respect et la considération. Deuxièmement, il ne faut pas avoir de certitude. Ça fait partie de l'humilité. Il faut toujours dire « je pense ». Devant les gens, c'est une forme de respect, d'expression, de considération. Lorsque tu as des collaborateurs, il ne faut pas avoir de certitude. C'est ça la certitude. Tu peux avoir une information à laquelle tu crois. Mais la recherche de solutions au problème, il faut poser bien le problème, écouter les gens. Ils ont besoin de participer au débat, de participer à la prise de décision. Si tu viens, tu veux leur imposer des décisions, ils vont se sentir humiliés et peu considérés. Ça, ce n'est pas de nature à fidéliser les gens. L'humilité, la simplicité, dans la rigueur,
c'est extrêmement important dans la vie politique. Parce que tu fais la politique avec les hommes. Les hommes ont besoin de sentir qu'ils comptent, qu'ils sont respectés. Parce que un parti politique, les gens viennent, dépensent leur temps, leur énergie, prennent des risques en venant dans un parti d'opposition. Parfois, ils refusent des offres du pouvoir, des offres alléchantes. Il faut qu'ils sentent auprès de toi qu'ils comptent, qu'ils sont là et qu'ils participent à la décision, pas seulement à la mise en œuvre. D'accord. Alors, comment décrivez-vous ou pouvez décrire votre style de leadership politique? Les qualités? Oui, alors j'ai tiré beaucoup d'enseignements de ma carrière professionnelle, notamment de la Banque centrale. Il faut le débat. Je suis quelqu'un qui aime le débat. Il faut savoir qu'en politique, c'est l'instance qui décide. Ce n'est pas un homme qui décide. C'est la réunion des membres de l'organisme qui doivent se retrouver, discuter et décider. Il faut instaurer le débat. D'abord, ça fidélise les gens, ça les motive et ça les encourage. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas là pour rien, pour suivre, exécuter les décisions d'un leader, fut-il éclairé. Il faut éviter ça. Il faut, lorsque vous avez un sujet, vous avez des problèmes, il faut réunir les gens qui appartiennent au même organe de décision que toi, vous en discutez. Même si tu es convaincu que la bonne décision, c'est celle que tu as déjà dans ta tête, il faut donner la possibilité à chacun de proposer sa décision. Je pense que ça crée une confiance qui fidélise les gens par rapport au parti et à ta personne. Parce que les gens aiment être respectés. Les Guinéens en particulier, je pense que c'est extrêmement important. Kassory, Ousmane Kaba et vous avez à peu près une trajectoire commune. Quelle est l'histoire derrière ce trio? Non, on n'a pas une trajectoire commune. Bon, les deux, j'ai eu des relations tout à fait différentes. Avec Ousmane Kaba, j'ai eu des relations toujours difficiles. À la Banque centrale, au gouvernement de Sidia. Kassory, il m'a démarché lorsque le président a décidé de lui confier la CGP. Je crois que c'est à sa demande. Je vais vous donner juste sur les deux la différence. On était aux réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire à Madrid en 1994. Kassory, on n'avait pas une relation particulière. Je m'appelle Dalin, il m'informe que le président veut lui confier quelque chose d'important. Il me dit, est-ce que tu peux m'aider à rédiger les textes fondateurs de la CGP? J'avais une structure qui ressemble à la DGTX à Abidjan, que dirigeait Césario. Voilà. J'ai dit, écoute, si tu penses que je peux t'être utile, je peux. On est allé dans sa suite, on a passé la nuit à écrire. Il dit, mais c'est confidentiel. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On n'avait pas encore, il n'était pas question que je vienne à la CGP. Bon, et puis on a 2 jours, on a travaillé sur les textes. Personne ne sait que j'y ai travaillé. C'est aujourd'hui que je le révèle. Bon, après, il décide de me faire venir comme pour être son adjoint. Mais avant, lorsqu'on était à Madrid, il y a une grosse déception. La délégation guinéenne, lorsque nous avons été reçus par la délégation de la Banque mondiale, M. Jean-Louis Sarbib nous annonce que la Banque mondiale n'accompagnera pas la Guinée dans le projet de Garafili. Or, au cours d'une réunion des bailleurs de fonds qui a eu lieu à Paris en avril 1994, la banque avait annoncé 54 millions de dollars. C'était une catastrophe. Sur 200 millions, c'était pratiquement 25%. Je me souviens encore de la réaction de Kerfala Yansane. Je ne dis pas, M. Sarbib, je pensais que la Banque mondiale, c'est une administration, il y a la continuité. Parce que Sarbib a dit, ceux qui vous ont dit que la Banque mondiale accompagne la Guinée, dans ce projet, ont parlé à leur propre nom. Bref, ça c'est une anecdote.
Donc, on était, la délégation guinéenne, le lancement des travaux du projet Graphiri était prévu le 2 octobre 1994. On était en septembre, là, à Madrid. Alors, moi, de là-bas, je devais aller à la Federal Reserve Bank of New York pour un stage sur le marché monétaire et le marché financier. Bref, ça c'est long. Alors, pour Kassori, après, il a demandé à ce que j'accepte de venir travailler avec lui. J'étais pas chaud, parce que je ne connaissais pas. J'étais directeur général chargé des affaires économiques et monétaires à la Banque centrale. Je faisais même bien le boulot. La profession bancaire dont j'étais chargé en plus de la surveillance avait beaucoup d'égards pour moi. Le Fonds monétaire et la banque, les partenaires étaient satisfaits du travail dont je menais les choses. Donc, j'étais le collaborateur le plus proche de Yansane, bon, dans la définition de la politique monétaire, la fixation des taux d'intérêt, du taux de change, l'élaboration de la balance de paiement. Je coordonnais tout ça. Et j'avais... Donc, je ne voulais pas aller. Bon, finalement, pour être court, je suis allé au grand projet. Rejoindre Kassori comme administrateur général adjoint. On a une forte relation de confiance. Nos chemins vont diverger après, par la politique, comme on dit que la politique c'est le cimetière des amitiés. Sinon, on avait une excellente relation. Mais après... Vous étiez des bons amis? Nous étions des bons amis, sincèrement, je crois. Ousmane, par contre, c'était difficile. À la banque, il y a une rivalité. Bon, ça c'est pas entre toujours... collègues? Entre collègues, question de leadership et de tempérament. C'est pas entendu. Et puis, bon... Est-ce que vous avez aujourd'hui des amis très loyaux? Amis très loyaux? Oui, j'ai des amis que je considère comme loyaux, oui. Alors, si tu dis des anciens, peut-être, oui. Parmi les anciens, peut-être. Est-ce que vous avez été déçu de l'amitié? Oui, j'ai été déçu parfois. Oui, très souvent. Dans la politique? Oui, oui. J'ai dit la politique, c'est le cimetière des amitiés. C'est sans pitié, là. En parlant de Kassori tout à l'heure. Sinon, on a une relation telle que je ne pouvais pas penser qu'on aurait pu être des adversaires comme on l'a été vraiment. D'accord. Toujours sur le live FM, partagez donc ce live. Et puis, vous pouvez poser vos questions avec le hashtag LiveFM. On prendra en tout cas les mieux aboutis pour poser ces questions à M. Cellou Dalein Diallo. Une toute petite pause et puis on revient.
bienvenue sur la page Film Guinée et sur YouTube également. Vous êtes sur le Live Film. Le hashtag officiel de cette émission, c'est Live Film. Une soirée légendaire avec M. Cellou Dalein Diallo. Parcours plus que légendaire, on va le dire. Justement, vous avez une amitié forte avec Lansana Conté. Pourquoi le choix sur vous? Pourquoi vous étiez le préféré du feu général Lansana Conté? Préféré, je ne sais pas, mais on a eu une forte relation de confiance et il avait beaucoup d'affection pour moi. C'était quoi le déclic? Je ne sais pas. J'ai senti qu'à un moment donné, il y avait cette confiance. Et puis, il y avait même parfois la volonté de me protéger. Je crois. Je crois. Et il a su que je ne sais pas mentir. Lorsqu'il y avait des problèmes, j'étais capable de lui dire, lorsqu'on est à deux, ce que je pense. Je lui avais demandé de me donner cette permission. Il est plus informé que moi, c'est lui qui répond des actes que le gouvernement va poser. Mais si j'ai un avis, il faut que je puisse le lui donner. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Et puis ça a commencé. Et bon, il y a des faits où j'ai vu qu'il était satisfait de mon travail. Lorsque je suis venu, je l'ai trouvé à Camp Afaya. J'ai dit, Monsieur le Président, j'ai trouvé le financement du pont sur la Fatala. Ah, on a dit ça plusieurs fois, le pont sur la Fatala. J'ai dit, non, Président, on va le réaliser. Il dit, bon, on verra. Lorsqu'on venait, on venait souvent visiter le chantier, parfois avec ses enfants qui étaient venus. Il était très content. Il dit, finalement, toi, bon, c'est ça. Et puis, souvent, j'ai eu l'opportunité de lancer beaucoup de projets, de mobiliser beaucoup de financements pour des projets. Je dois reconnaître que parfois, c'est grâce à la confiance de Cheikh Camara, qui était ministre des Finances, qui m'a donné un mandat permanent de rechercher les financements moi-même de mes projets. Parce que c'était à lui de rechercher les financements au ministère du Plan lorsqu'il y en avait. Mais j'avais un mandat de signer, de négocier les prêts et tout, chèque. Et j'ai pu faire beaucoup de choses. Dans l'autoroute là, de Conakry avec les échangeurs, on a eu énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Il y a la Banque mondiale qui a décidé et a estimé que le projet n'était pas bon, qu'il était trop coûteux, alors qu'il y a d'autres priorités, l'éducation, la santé, l'hydraulique villageoise, d'autres choses. Et pour nous, pour que le corridor Bamako-Conakry soit exploité, il fallait réduire les embouteillages au niveau de l'accès du port de Conakry. Il fallait cet échangeur et tout. J'en ai fait un défi personnel et on a vraiment travaillé dur. La Banque islamique de développement ne voulait pas. La Banque mondiale ne voulait pas. J'ai organisé une rencontre avec Mohamed Ali, le directeur de la Banque islamique de développement, et le président Conté à Washington, pour qu'il essaye d'infléchir la position de Mohamed Ali, qui avait beaucoup d'estime pour moi. Ils n'ont pas voulu. Donc on a pu quand même, avec les échangeurs, l'AFD qui était le chef de file des bailleurs, a dit bon, il faut supprimer l'échangeur de Bessia, de l'aéroport. J'ai dit non, on ne supprime rien. Il dit bon, il faut trouver le financement. On est allé au Koweït, Kalemoudi Ansane et moi, voir le directeur du fonds cohésien qui avait aussi de l'estime. J'avais cette chance-là, dans le contact, d'avoir des gens qui me font confiance. On est allé négocier, renégocier, et puis on a pu combler le vide. On a pu faire l'autoroute avec les échangeurs là. Ça a été le projet le plus difficile que j'ai eu à réaliser. Le pont sur la Fatala, il y a une coïncidence. Le pont, c'était un ouvrage techniquement difficile à réaliser. Ce n'est pas le linéaire, c'est 372 mètres par rapport au pont sur le Niger à Djelibarakoro qui est de 528 km. Mais c'est qu'il fallait faire les fondations à 40 mètres sous l'eau, à un niveau où la vitesse de l'eau était forte parce que c'est l'endroit où c'est plus rétréci. Donc il n'y a plus d'eau et puis il y a une vitesse. Mais c'est là-bas où c'était économiquement moins coûteux de faire le pont.
Donc il fallait avoir des spécialistes de fondation sous-marine pour mettre les trucs en bas. Et puis bon, on a pu, avec le FED, j'avais un ami qui est devenu un ami dans les négociations, qui s'appelle Borgato, un Italien, qui était responsable à l'Union européenne là-bas, qui a vraiment aidé. Je suis même allé avec lui à Dalin, dans mon village. Il a retrouvé son chauffeur, qui est un de mes cousins, lorsqu'il était chef de la délégation de l'Union européenne à Nouakchott. Bon, bref, le président Conté, la relation était forte et je lui disais ce que je pense. Président, je ne pense pas que vous avez raison. Mais comment vous avez fait votre entrée à quel moment vous avez fait votre entrée dans le gouvernement, pour être ministre par exemple? En 96, le gouvernement de Sidia, juillet 96. Et c'était quoi votre plus-value en ce moment? Non, alors, il y a des choses, des détails. Je ne sais pas s'il faut les révéler. On aimerait bien. Je n'étais pas, alors, j'étais administrateur, j'étais adjoint à Kassouri, au grand projet. Un jour, il m'appelle, il y avait une confiance, hein, je dis c'est même une amitié entre nous. Parce que lorsque je suis venu au grand projet, j'ai répondu à ses attentes. Il m'a dit, Dalin, je veux que tu m'aides vraiment à faire de la CGP une structure aussi crédible que la Banque centrale. Tel m'a dit que tu es vraiment la cheville ouvrière de la Banque centrale. Lorsque j'ai accepté, je suis venu, je me suis mis au travail. Il était très satisfait. Il voyageait beaucoup à l'époque. J'ai mis en place le manuel de procédure, comment on doit travailler. Et puis, bon, j'assurais pratiquement pendant plus de la moitié de l'année, il n'est pas là. Mais il était satisfait toujours des résultats et bon. Et je ne connaissais pas le président à l'époque. Mais Kassouri, une fois par trimestre, participe au Conseil des ministres et présente l'état d'avancement des grands projets. Bon, je rédigeais avec les directeurs des cellules ce rapport-là et tout. Et bon, finalement, Sidi arrive, mais avant, Kassouri me dit, le président m'a demandé des cadres pour mettre, après les événements de février 96, 2 ou 3 février, vous vous souvenez, hein? Ok. Je dis, bon, je lui ai donné 2 noms. Il a dit qu'il accepte l'un, qu'il n'accepte pas l'autre. Mais à l'époque, on ne parlait pas de Sidia. Il m'a dit, mais qui peut assurer la coordination, selon toi, de l'action gouvernementale? J'ai dit, bon, moi, je ne vois personne d'autre que Koto Seldou ou Ibrahim Silla. Objectivement. Il a dit, d'accord. Il a dit, est-ce que d'autres cadres pourraient être dans le gouvernement? J'ai cité 2, il a rejeté une personne, il a retenu une. Elle est passée au gouvernement, hein, mais jusqu'à présent, on ne savait pas que Sidia venait. Et je ne connaissais pas Sidia. Sidia est venu une fois lui rendre visite au grand projet. Il a dit de l'attendre dans mon bureau. Donc Sidia s'est installé dans mon bureau, on s'est présenté, là, c'est là que je l'ai connu. Il a attendu quelques minutes et puis Kassouri l'a reçu, il est parti. Nous étions peut-être au mois de mai 96. D'accord. Alors, j'avais travaillé 10 ans sans prendre de congé à la Banque centrale. Alors, parce que 10 ans quand même. Ouais, j'ai pas eu de congé. J'ai dit à un moment à Kassouri, écoute, il faut que je prenne un congé. J'ai envie d'aller me reposer. Il dit, bon, écoute, tu vas aller, parce qu'il y a des problèmes avec l'AFD, je te donne un ordre de mission pour Paris, et puis après, tu prends 10 jours, 15 jours. D'accord. Lorsque j'ai fini ma mission à Paris, je suis venu à Abidjan, me reposer. Alors, un beau matin, mon téléphone sonne. C'est Kassouri en ligne. Il dit, Dalin, il faut que tu viennes demain. Je dis, mais je ne suis pas réservé pour... Ah non, fais tout pour être là demain. Je dis, ah, bon. Écoute, j'essaye, je vais essayer. Il y a Erivoire qui quittait 9h pour dire, finalement, j'ai pu prendre Erivoire. Avant que je vienne, on a envoyé des militaires chez moi, il faut aller au camp Samori. J'arrive directement, je vais au camp Samori. Et puis, il y avait beaucoup de cadres. Et c'est Kassouri qui faisait rentrer les gens.
D'accord. Il y avait Boubacar Bari, Ousmane Kaba, Saran Daraba, Madi Kaba, et beaucoup d'autres. Alors mon tour arriva et on me fit rentrer. Je trouve Almam Fodessi là, Kassori. Non, Kassori était dehors, c'est lui, il rentre, il fait rentrer. Sidia, Almam Fodessi là et le général Lansana Conté. Le général me dit, écoute, je suis en train de constituer un gouvernement. On m'a dit que tu es bien, j'ai envie de te mettre là-bas, est-ce que tu es d'accord? J'ai dit, c'est quel poste? Il dit, non, c'est pas important, ce soir tu travailles avec moi. J'ai dit, bon, je suis d'accord. C'était votre première fois de le voir? Non, si, je l'avais vu avec Krefala Yansane lorsque j'étais banque, mais je ne pense pas qu'il ait retenu. Même avec Kassori, j'étais passé une fois le voir. D'accord. On s'était vu 2 ou 3 fois avant. Et puis, au moment où je sortais, il m'appelait, viens, je peux changer d'avis, donc tu as intérêt à ne dire à personne. Bon, je suis donc sorti. Le décret sort le soir, il n'y a pas mon nom. Bon. Sidia m'appelle. Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la dernière liste que j'ai vue, il y a ton nom là-bas. Je ne sais pas si c'est une omission de celui qui lisait. C'est Almam Fodessi là qui lisait. Il n'y avait pas mon nom et celui de Lamine Camara, qui était nommé ministre des Affaires étrangères. Kassori aussi m'appelle, non, c'est une erreur, de toute façon. Je dis, écoute, c'est difficile, la Guinée c'est compliqué, moi je ne peux pas me réjouir, mon nom n'a pas été cité, donc personne n'est venu me féliciter. Le matin, je viens au bureau, le lendemain, je viens au bureau, Jean-Paul Sarr était responsable était à la CGP, il était nommé ministre de l'Agriculture. Alors donc on avait Kassori qui était nommé ministre délégué au budget et à la restructuration du secteur parapublic, et puis Jean-Paul Sarr, ministre de l'Agriculture. Donc la CGP avait 2 ministres. Les gens se retrouvent dans mon bureau, il faut aller féliciter les heureux élus, Kassori et choses. Donc je suis l'adjoint de Kassori, tout le monde, les directeurs viennent là, on décide d'aller, on va dans le bureau de Kassori. Je demande à ce que Jean-Paul Sarr se joigne à lui pour qu'on puisse leur présenter les félicitations en même temps. Donc je viens, je prends la parole pour le directeur, on a écouté hier la radio. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on a noté que vous êtes tous les 2 membres du gouvernement, l'un à ceci et l'un à cela. Donc au nom de tout le personnel et des directeurs notamment, on vous adresse nos félicitations. Après, dès qu'on finit, Kassori dit, je vous informe que Daleng aussi est ministre. D'accord. Bon, moi j'étais plutôt mal à l'aise, puisqu'il n'y a pas de décret. Il n'y a rien, c'est lui qui affirme. Bon. Je dis, ah, tout le monde me regarde, alors félicitations, félicitations. Bon. Donc on sort à 12h45, il y a un autre décret qui est relu. Maintenant, il y avait mon nom, Lamine Camara, ministre des Transports, des Télécommunications et Tourisme, qui se trouvait être le plus gros ministère. Voilà comment je suis retenu. Vous avez assisté à une époque, on va dire, de privatisation. On ne va pas se lancer dans la politique, on va aller sur les faits. En termes techniques, parce qu'à l'époque, il y avait une pression, dit-on, des bailleurs de fonds pour privatiser beaucoup d'usines ou peut-être même fermer beaucoup de trucs qui ne fonctionnaient presque pas. Est-ce que vous pouvez nous enseigner cette histoire-là pour la nouvelle génération? Enseigner, peut-être pas. Alors, lorsque j'étais directeur à la Banque centrale, j'étais désigné comme membre de la cellule d'appui au comité de coordination économique et financière, justement Ousmane Kaba et moi. Donc, j'ai pu assister à toutes les discussions, à la formulation de toutes les réformes. Il s'agissait de quoi? Il s'agit d'abord de mettre en place un cadre juridique et réglementaire cohérent avec l'économie du marché, puisque l'option de Lansana Conté, c'était le libéralisme économique, politique, on verra, économique. Alors, le Fonds monétaire et la banque étaient venus pour proposer à la Guinée d'appuyer, si vous voulez, un programme d'ajustement structurel qu'ils devaient appliquer, mais qui comportait un volet important de privatisation des entreprises publiques. À l'époque, il y avait plus d'une centaine d'entreprises publiques qui n'étaient pas rentables, il faut le dire, parce que moi j'ai fait ma thèse sur les entreprises du secteur industriel. Dans le secteur industriel, tu avais
beaucoup d'entreprises. Je commence à Kassa, l'huilerie de Kassa, l'huilerie de Dabola, l'usine de jus de fruits de Cancan, la briqueterie de Cancan, la briqueterie de Koboya, Fruita Guinée, Sogiret, Société guinéenne de réchappage des pneus, Société nationale, entreprise nationale de tabac et aliments, ANTA, l'usine de meubles de Symphonia, je ne vais pas vous ennuyer avec tout. Il y avait plus de 100 entreprises qui avaient des problèmes et qui absorbaient les faibles ressources fiscales que la Guinée tirait du secteur minier par les subventions. Il y avait les entreprises maintenant du commerce, les ERC, les entreprises régionales du commerce, les pharmacies d'État, tout était État. Ils ont dit laisser au secteur privé le soin de faire ça. Il faut que l'État s'investisse dans la santé, l'éducation, les routes, les pistes rurales et les ressources que vous avez avec l'appui des partenaires techniques et financiers, vous allez changer la Guinée, vous allez la développer. Le secteur privé peut importer du riz, de l'huile, tout était importé par les entreprises d'État. Droguerie, c'était le savon. Diverma, c'était les marchandises, les aiguilles, les allumettes, tout était entre les mains de l'État à travers les entreprises. Et puis avec les coulages qu'il y avait dans les entreprises, tout ce que l'État avait comme recette était absorbé par ces entreprises publiques, par les subventions. Alors, on se dit que les matières premières coûtaient beaucoup à l'État, c'est ça? Non, mais attends, toutes les entreprises Importex avaient le monopole d'importation de tout. Il n'y a pas de commerce privé. À partir de 1976, le président Sékou Touré a décidé de supprimer complètement le commerce privé. Le commerce transfrontalier qui était mené par quelques autres, c'était du trafic, c'était de l'illégalité. Si on te prend, on confisque les marchandises. Donc, sur le plan économique, c'était rationnel. Prenez les ressources perdues dans la subvention des entreprises pour investir dans les infrastructures, pour investir dans l'éducation, pour investir dans la santé, le développement rural, l'hydraulique villageoise, l'hydraulique urbaine de l'eau dans les villes. Et vraiment, c'était cohérent. Et le gouvernement a accepté. J'étais loin d'être membre du gouvernement. J'étais jeune directeur à la Banque centrale, mais j'ai participé aux négociations avec les partenaires. Et c'est ainsi qu'on a fait les écoles Africof. On a créé les centres de santé. On a fait les programmes, le PDU, les pistes rurales, le génie rural. Il y a eu, les ressources sont allées vers ça. On a fait évoluer la Guinée. Donc lorsque les gens disent qu'on a bradé ces entreprises, et je connais dans quel état elles étaient et combien de ressources, combien de fois elles absorbaient des ressources, je trouve que c'était une sage décision de mon point de vue. Je suis libéral, bien sûr, mais je sais que le marché a provisionné. Même les aiguilles étaient importées, les cartouches, tout par les entreprises d'État. Et le secteur privé a pris la place pour approvisionner le marché guinéen correctement. On a privatisé ONA, qui était l'entreprise qui importait et distribuait le pétrole, et aujourd'hui le carburant est disponible dans tout le pays au même prix. Avant, c'était un problème pour avoir du carburant et aller à l'intérieur. Tu comprends? Oui, bien sûr. Alors, ONA a été privatisé. Finalement, Ciment de Guinée, qui était une entreprise aussi, a été privatisée. Sobragui a été privatisé. Sogifab privatisé. Il y en a qui n'ont pas marché, qui ont fermé, parce que la production locale n'était pas compétitive. Donc, il y a eu cette série de privatisations. C'est dans ce cas, je ne parle pas du Boeing 734, que Air Guinée était ciblée comme une entreprise à privatiser ou à fermer, parce que c'était un gouffre financier. Tu comprends? Donc, dès 89, je crois, on a vendu 2 Boeing, le 707 et le 737. D'accord. Tu comprends? On a dit qu'il faut laisser un avion pour les voyages présidentiels. À l'époque, vous n'étiez pas membre du gouvernement? Non, j'étais simple directeur à la Banque centrale, mais je suivais le programme de privatisation. Moi-même, j'ai participé en tant que cadre, comme ça, technicien, à la privatisation de certaines entreprises, comme on a, par exemple, la négociation avec les pétroliers Agip, Total et Shell. J'ai participé, j'étais le rapporteur de la commission. Et pour la privatisation de l'ASNAR, la Société nationale d'assurance et de réassurance, avec la création de l'IGA.
Bon, il y a beaucoup maintenant. Il y avait Sobragui, Fruita Guinée, tout ce que vous voulez là. Lorsqu'il n'y avait pas de repreneur, on ferme simplement. Parce qu'il y a des entreprises qui n'avaient pas de repreneur. Parce que la technologie était déplacée. Vous prenez la conserverie de Mamou, l'usine de petit outillage de Mamou, la scierie de Nyandang ou de Zérékoré, l'usine de Kenkina de Sérédou, il n'y avait pas de repreneur, ils l'ont fermé. Vous comprenez? Donc, cette série de privatisations a été menée. Mais après, on a senti le changement, ça a libéré les ressources fiscales de la Guinée et qui ont été investies dans l'éducation. Au moment où Conté est arrivé au pouvoir, il y avait 26% seulement des enfants en âge d'aller à l'école qui allaient. Et lorsqu'ils partaient, rappelez à Dieu, c'était 76%. Tu comprends? On a construit des écoles partout, on a fait des pistes rurales partout. Vous savez, de Dalaba, par exemple, à Tougué, c'est le génie rural. On a équipé le génie rural, ils ont fait ça, et partout ailleurs. Et on a construit des centres de santé, des écoles, et des choses. Et il y a eu quelques progrès parce que les ressources qui étaient absorbées par les subventions aux entreprises ont été libérées pour faire ça. Voilà un peu la philosophie. Lorsque j'entends dire que ça a été une mauvaise politique, on a vendu, c'est parce que les gens ne connaissaient pas l'état de fonctionnement des entreprises. Vous êtes sur le Live FM, merci de nous rejoindre. Une courte pause et puis on revient. Toujours sur Film Guinée avec le Live FM, le hashtag officiel de cette émission. Nous avons comme invité ce soir M. Cellou Dalein Diallo, leader de l'UFDG. On poursuit cet entretien. Alors moi j'aimerais savoir, est-ce que lorsque vous étiez à la fac, ou peut-être même avant même d'entrer peut-être à la Banque centrale, est-ce que vous avez fait des petits boulots à côté? Non, pas du tout. Donc, j'ai pas fait de petits boulots, non. D'accord. Vous êtes chanceux? Non, bon, je dois avouer que j'étais gâté par mon père, et tout ce dont j'avais besoin, je pouvais avoir pratiquement avec lui. Je n'avais pas besoin de faire de petits boulots, honnêtement. D'accord. Alors, parmi les différents ministères dont vous avez exercé, vous étiez là à la tête, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces bilans-là? Est-ce que vous avez apporté de plus-value, par exemple, à la pêche, au transport et puis, je crois, aux travaux publics? Ça fait trop là. Et puis PM, Premier ministre. Dans l'environnement aussi. Bon, écoutez, alors, je vous ai dit tout à l'heure que dans l'exercice de ces fonctions, il faut associer tes collaborateurs à la définition des politiques. D'abord, il est important qu'ils maîtrisent. Parce que nous venions d'entrer dans le libéralisme. Dans une économie libérale sous-développée, il faut savoir définir le rôle de l'État. Qu'est-ce que l'État doit faire? Qu'est-ce que le secteur privé doit faire? Et comment faire en sorte que chacun fasse bien son travail? Ça, c'est une question extrêmement importante. Comme j'ai participé déjà en tant que technicien à la définition des politiques, du cadre juridique et réglementaire de notre économie, participer à l'élaboration du code foncier, à l'élaboration du code des activités économiques. Au niveau de la cellule, tout passait par là.
Donc je connaissais pas mal déjà quelques secteurs. On avait soumis déjà la lettre de politique de développement agricole, la LPDA, donc le code de l'aviation civile. On a discuté de tout au niveau de la cellule. C'était vraiment un laboratoire avec, qui était appuyé bien entendu par la Banque mondiale à travers le PAGEN. Et donc lorsque je me suis retrouvé ministre, ministre des Transports, des Télécommunications et du Tourisme. C'était les trois ministères qui avaient été réunis et on m'a confié les trois. D'abord, donc, j'ai hérité de 3 cabinets tout de suite. Bon, après, j'ai mis en place mon cabinet. Il fallait choisir et tout ça. Et avant que les TP ne soient ajoutés, les TP ont été ajoutés presque 1 an après, un peu plus. Au niveau du tourisme, il n'y avait pas de lettre de politique sectorielle. C'est-à-dire, on n'a pas défini clairement qu'est-ce que l'État doit faire et qu'est-ce que le secteur doit faire. Donc, j'ai été à Madrid, au siège de l'Organisation internationale du tourisme. J'ai demandé un appui technique pour m'aider à formuler une lettre de politique. On a appelé ça schéma directeur du tourisme en Guinée. Il n'y avait aucun document qui oriente un ministre qui arrive. C'est-à-dire qu'il fallait définir réellement quels sont les objectifs que l'État se fixe, quelles tâches il confie au secteur privé, quels sont les handicaps au secteur privé, qu'est-ce qu'il faut faire pour que chacun puisse faire son travail correctement. Donc, l'Organisation internationale du tourisme a envoyé des experts, on a élaboré le schéma directeur. Il se trouvait qu'au niveau du transport, il n'y avait pas de lettre, mais la politique était claire, le transport doit être effectué par le secteur privé. Je dis même les entreprises. Il y avait maintenant Air Guinée, la société navale, la Sogetrac, et la Banque mondiale il y a eu des erreurs. La Banque mondiale avait décidé que Sogetrac commençait à engloutir, elle aussi, beaucoup de ressources. Mais partout dans le monde, le transport public est un peu subventionné. Vous comprenez? Bon, Sogetrac était déjà mourante lorsque j'arrivais parce qu'il n'y avait plus de subventions. Et Renault Véhicule Industriel, qui était partenaire à la Guinée dans la Sogetrac, s'était pratiquement retiré. On avait des difficultés à faire tourner. Au niveau de télécommunications, bon, il y avait Internet qui venait de sortir. J'ai eu l'information que les États-Unis, à travers l'initiative Leyland, aidaient certains pays à avoir accès à Internet. J'ai bondi sur l'opportunité, j'ai négocié avec les Américains, ils ont donné tout de suite, dans le cadre de cette initiative Leyland, Internet à la Guinée. Pour avoir accès, c'était le début. Bon. Alors, au niveau du secteur du transport, on avait Guinomar, qui ne versait pas de dividendes. Guinomar, c'est-à-dire c'est cette entreprise qui est chargée de gérer ce qu'on appelle l'article 9 de la Convention de CBG, c'est-à-dire que la Guinée doit participer au transport de la bauxite et donne donc le droit à la Guinée de participer au transport de la bauxite, sous réserve qu'elle ait une entreprise performante, capable donc de faire la prestation dans les délais sans difficulté. Donc la Guinée avait décidé de créer avec l'AVNES, une société norvégienne, de créer une société d'économistes pour transporter une partie de la bauxite de CBG pour le compte de la Guinée. Cette société n'avait pas de rentabilité, donc j'ai convoqué les directeurs, j'ai dit, le gouvernement Sidia, on a besoin d'argent, parce que pour avoir un programme avec le fonds, il fallait que les recettes augmentent. Donc j'ai pu obtenir vraiment un versement de dividendes qui a été le plus jusqu'à présent, elle est fermée maintenant. Mais jamais dans sa vie, Guinomar n'avait versé des dividendes aussi importants. Vous comprenez? Maintenant, pour les télécoms, alors, on a eu Internet, ce que j'ai eu tout de suite. Et puis, quelque temps après, on m'a rattaché le TP et l'environnement. C'est devenu costaud.
costaud. Et évidemment, tout le monde, ça a suscité des jalousies et j'en ai souffert. Alors, parce que ministre des Travaux publics, des Transports, des Télécommunications, de l'Environnement, et c'était beaucoup. Alors, bon, les gens ont attribué ça à Kassori. À l'époque, c'était vraiment un point d'appui. Bon, il m'en a pas parlé. J'ai juste vu un décret sortir, ministre de l'Équipement, du Transport, des Travaux publics, de l'Environnement. Et voilà, j'ai essayé d'être à la hauteur de la confiance. C'est pourquoi je travaillais beaucoup plus, parce que je voulais être à la hauteur de la confiance. Donc, j'ai pu faire ça. Dans les TP, il y avait vraiment le déficit d'infrastructures routières. Ça absorbait beaucoup mon temps. Les routes. Donc, j'ai... D'ailleurs, j'ai cru comprendre que vous aimiez faire le tour de la Guinée. Chaque année. Chaque année, je fais pour évaluer l'état du réseau, vérifier l'exécution des marchés qu'on avait attribués. Tous c'était des marchés sur appel à la concurrence. Vous pouvez demander aux entreprises qui étaient là. J'étais intransigeant sur ça. Bon, mais il fallait voir les réseaux. Il y avait les chantiers, les travaux neufs, les chantiers neufs. Par exemple, si vous prenez la route série 12 et Lola, elle était en cours de construction. Vous prenez Koursa Kankan, Kankan Kouremal, Kankan Sigiri Kouremale. Vous aviez aussi la route kilomètre 36 Bofa qu'il fallait complètement reprendre, qui était complètement dégradée. Et bon, il y a eu aussi Natanene du Breka et Tanene. Comment elle s'appelle, Koba. Oui. Et donc, on a fait ce travail, on a veillé. Il fallait faire la promotion de ces trucs, aller vers les bailleurs de fonds. J'ai eu la chance d'avoir vraiment des amis, comme je dis au fait. Il y avait ce Borgato là qui m'a facilité vraiment la tâche pour le pont sur la Fatala. Et naturellement sur la route Koursa Kankan aussi, parce que c'était le pont sur le Niger à Irikiri. Et surtout l'autoroute m'a fatigué. L'autoroute, les 2x2 voies Tombo-Bessia, ça a été vraiment le projet le plus difficile à réaliser parce que compte tenu de l'opposition de la Banque mondiale et de la Banque islamique de développement. Mais j'ai pu convaincre la BADEA, le Fonds coïtien, l'Agence française de développement et... Qui a encore? Oui, qui ont accepté de financer et d'accroître leur contribution lorsque les autres ont boudé le projet. D'accord. Toujours sur le live FM, vous voulez poursuivre? Vous voulez poursuivre quelque chose? Non, non, allez-y. D'accord. Alors, est-ce que aujourd'hui, avec tout ce que vous avez fait pour la Guinée, on peut se dire, comment en fait la politique a pris le dessus de tout ce que vous avez réalisé? La politique, non. J'étais là, je voulais être digne de la confiance. Parce que l'image, on voit l'image, il y a l'image du politicien aujourd'hui qui domine, puisque ce technocrate qui a apporté beaucoup plus de valeur à la Guinée, je peux le dire comme ça. Comment on en est arrivé là? Comment? C'est Loudalin, président de l'UFDG, parti soi-disant, excusez-moi du terme, communautaire, alors que vous avez servi dans différentes régions de la Guinée, vous avez fait des ponts par exemple à Boké, à Bofa je crois, vous avez fait des routes à Kankan. Comment ils ont pu, l'opinion publique a pu éclipser votre rôle que vous avez joué? C'est la communication. C'est la communication. D'abord, il faut dire que j'ai parlé de ce que j'ai pu faire peut-être en tant que ministre, mais avant, à la Banque centrale, j'ai participé vraiment à la mise en place d'un véritable institut d'émission, une véritable banque centrale. Et avec les structures, j'ai participé aussi à la mise en place d'une profession bancaire, d'établissement de trucs dont j'ai été pendant un moment chargé de la surveillance. J'ai pu, on m'a confié des responsabilités que j'ai pu exercer et qui ont été contribué à faire de la Banque centrale une véritable banque centrale grâce à la confiance de Kerfala Yansane à l'époque. Au grand projet aussi, j'ai fait pas mal de choses qui ont été positives. Alors comment je suis passé politicien? Alors lorsque le président Conté m'a confié la fonction de Premier ministre, il y a une crise économique sévère.
le taux de change ne faisait que se déprécier. Le pouvoir d'achat des salaires ne faisait que tomber. La Guinée était incapable de faire face aux échéances de la dette extérieure. Même les projets qui étaient financés par les partenaires techniques n'étaient plus exécutés parce que lorsque tu atteins un certain niveau d'arriéré, tu ne peux pas décaisser. Donc j'hérite de cette situation, mais je sais ce qu'il faut faire parce que mon expérience à la Banque centrale et mon expérience dans les différents ministères, dans la promotion et la réalisation des projets de développement de route, m'avait outillé. Je sais ce qui se passe à l'énergie, parce que j'ai participé à la mise en place du cadre juridique et réglementaire qui régit le fonctionnement de l'énergie. Les projets Énergie 2, qui avaient mobilisé 150 millions de dollars pour le secteur de l'énergie, je sais que pourquoi et comment on est arrivé là, et quels étaient les problèmes structurels. Je connaissais déjà pas mal ce qui se passait au niveau de l'énergie, au niveau du commerce, les petits problèmes, et la Banque centrale, ça c'était mon bébé, enfin, je te connais pourquoi la monnaie se dépréciait. Donc il fallait arrêter tout ça. J'avais besoin de la confiance du président, mais je l'avais. Je dois l'avouer, je suis venu, je lui ai présenté le programme de stabilisation. Je dis, Monsieur le Président, si on peut arrêter cette descente aux enfers, il va falloir qu'on prenne des décisions difficiles. Difficiles parce que parfois c'est vos amis qui sont concernés, parfois c'est les miens. Mais on doit faire le choix. Vous avez beaucoup fait pour le pays, mais tout est en train de se dégrader, Monsieur le Président. Il faut qu'on ait le courage. Et c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez. Voilà ce qu'il faut faire. Il a dit que d'accord, on va y aller. Bien sûr, il y avait des décisions. Donc la proposition venait de vous? De moi, oui, bien sûr. Parce qu'on m'a nommé Premier ministre dans un contexte de crise. Donc, ce que je veux dire, par rapport à votre nomination, est-ce que l'œil ou l'attention est venue du président de la République ou c'est vous-même qui avez démarché? Non, je n'ai fait aucune démarche. Je ne m'attendais même pas à être Premier ministre. Non, j'étais surpris. J'étais à une fête à l'ambassade du Japon parce que le président ne m'a pas prévenu qu'il me nommait Premier ministre. J'étais à la fête, quelqu'un vient me dire, tu es nommé Premier ministre. J'ai dit quoi? C'est vrai que je savais que j'avais sa confiance. Oui. Mais vous n'attendez pas. Mais me nommer le poste de Premier ministre, c'est un poste. Il y a beaucoup d'autres critères que la compétence. Bon, je n'ai pas. Je suis ministre des Transports et des Travaux publics. Je suis à l'aise. Je fais du bon boulot tout le temps. Chaque année, j'inaugure un chantier important. Il est satisfait, je suis satisfait. Donc, j'étais venu à la pêche. Je ne veux pas revenir sur les détails de mon arrivée à la pêche, mais il y a eu quelque chose qui n'est pas bon de révéler publiquement. D'accord. Bon, je me suis retrouvé à la pêche pour 8 mois, 8 mois et demi, et puis j'ai été appelé aux fonctions de Premier ministre. Donc j'ai réévalué la situation. Je suis venu le voir. Je dis voilà, si on doit arrêter, aujourd'hui le pays est bloqué. Même les projets de développement financier de l'extérieur ne s'exécutent plus. Parce qu'on ne peut pas payer la dette. Lorsque tu ne payes pas, tu ne décaisses pas, même si un projet est en vigueur. Donc, il m'a dit, bon, écoutez, j'ai dit, bon, j'ai besoin d'aller vendre ce programme à Washington, à Paris et à Bruxelles. D'accord. Il m'a dit, donc, vas-y. J'ai dit, mais avant, il faut qu'on prenne les décisions. Je vais aller avec les décisions. Un certain nombre de décisions. Il a dit, d'accord. On a préparé les actes, hein. Ça a touché des intérêts. Je ne veux pas nommer les gens. Mais automatiquement, il y a une résistance qui a commencé à s'organiser. Donc, il y a eu des lobbying. Oui, mais c'est là où j'ai acquis mon capital politique. Parce que les gens, Selou, c'était le fonctionnaire réputé compétent, timide. On ne me voyait pas affronter des gens réputés proches du président. Mais là, j'ai foncé, hein, croyez-moi. Mais les gens ont noté. Parce que les gens commencent que je viens en 2008 et que finalement je me retrouve avec 40 ans. Mais les gens notaient. Parce que j'ai eu à faire beaucoup de choses difficiles. Mais avec l'appui du président. Donc je suis allé à Paris, Bruxelles, je rencontrais Louis Michel, c'était presque un coup de foudre. Severino était directeur de l'Agence française de développement. Je suis un produit de l'AFD, du CFS pour mes études de banque. C'est eux qui ont lancé. Donc, je suis venu à Washington, j'ai vu le président de la Banque mondiale, le directeur général du Fonds monétaire. Partout, ça s'est bien passé, le programme que j'ai élaboré.
techniquement, il dit, bon, écoutez, la Guinée a perdu toute confiance ici. Si vous mettez en œuvre avec des résultats, mais on vous donne le programme et le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Donc je suis rentré, j'ai rendu compte au président, il m'a dit, bon, écoutez, c'est bon, on va y aller. On a continué à prendre des décisions. Et après, malheureusement, sa santé s'est dégradée. Et les choses sont devenues plus difficiles. Et la résistance s'est organisée. Là, il y a eu des difficultés parce que maintenant, il oubliait. Sinon, c'est un homme, lorsque vous mettez d'accord. Est-ce que, au-delà donc du général, du chef général Lansana Conté, est-ce que vous avez d'autres soutiens au sein même du gouvernement, ou est-ce que vous étiez seul, isolé? Oui, je n'avais pas beaucoup de soutien. Et puis, j'avais des amis qui étaient sincères. Ils me disaient que j'étais un va-t-en-guerre. Effectivement, je n'accepte pas. Il y a des pratiques, pas au changement. Il y a des pratiques pour s'attaquer à certaines pratiques, des gens proches du président. Pour certains, ce n'était pas nécessaire parce que c'est perdu d'avance. Tu comprends? Je n'avais pas de soutien, je n'avais pas de réseau. Mais j'étais tellement confiant à la relation entre le président et moi, parce que c'était vraiment une forte relation de confiance. Il n'avait pas de doute quant à ma loyauté et sans doute à ma capacité. Mais lorsqu'il était affaibli, il était devenu vulnérable. D'accord. Vous nous rejoignez, bienvenue. On passe donc à un autre segment de cette émission. Restez donc là, c'est le Live Fame.
Fame se poursuit sur la page Film Guinée et sur YouTube également. Merci de nous rejoindre. Alors, on va partir sur les questions décalées ou questions diverses. Quel est ou quel a été l'artiste préféré de Cellou Dalein? Est-ce que vous écoutiez la musique ou vous écoutez toujours de la musique? Oui, j'écoute moins. J'écoutais beaucoup, j'aimais bien le Bembea. D'accord. Oui, lorsque j'étais jeune, étudiant et bien après, j'aimais beaucoup le Bembea Jazz. Alors, lorsqu'on était à l'université, on venait à la Payotte pour écouter Bala et ses baladins. Et on allait aussi à la minière les week-ends, hein, chez Payardo pour danser avec les trucs. J'aimais beaucoup la musique cubaine, jusqu'à présent d'ailleurs. Bon. D'accord. Voilà. Alors, quel est votre passe-temps favori, en dehors de la politique, en dehors de la famille? Bon, c'est le social et puis le téléphone, avec toutes les informations qu'on m'envoie, les courriers. Tout à l'heure, je suis très attaché au social, bon, parfois rendre visite aux malades si je peux les aider, rendre visite des amis en difficulté, si je peux faire quelque chose, je le fais. Ça me procure énormément de plaisir et de satisfaction. Ça, c'est quelque chose que je tirais aussi de mon éducation. Mon père tout à l'heure, vous avez au service des pauvres, des gens en difficulté. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre action sur la venue d'Internet en Guinée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes addict à l'Internet? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Vous regardez ce qui se passe? Non, malheureusement, on m'a déconseillé d'être sur les réseaux sociaux. Je publie lorsqu'il y a un événement, je prends position, j'apporte ma solidarité, comme c'est le cas à la presse, lorsqu'elle est victime, comme c'est le cas actuellement pour vous, pour Dioma, je m'exprime. Lorsqu'il y a un événement, il y a un artiste qui est décédé, je n'ai pas manqué de publier pour présenter mes condoléances à sa famille et au peuple de Guinée. Donc je publie régulièrement, mais je n'ai pas accès, voilà, parce qu'on m'a conseillé de ne pas y aller. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de Par contre, je lis les sites, je reçois les copies scannées de tous les journaux français et je lis les sites guinéens pour m'informer. Ok. Vous êtes administrateur de votre page? De votre page? Non. D'accord. C'est ma chef de cabinet qui administre ma page. Il n'y a pas de souci. Toujours dans le live film. Alors, comment vous voyez la Guinée en 2040? Tel que je souhaite la voir, et je ne sais pas si elle aura la chance d'exploiter toutes les opportunités et de faire face à tous les défis qui sont aujourd'hui. Si vous regardez la Guinée d'aujourd'hui, constatez qu'il y a une hémorragie. Les jeunes partent. Cette force de travail, ces jeunes qui ont pourtant de l'amour pour leur pays, pour leur village, pour leurs parents. Mais l'absence de perspective, d'emploi, font qu'ils partent. Et c'est les parents même qui aident, parce qu'ils constatent que leurs enfants confrontés au chômage ne peuvent rien, ne peuvent pas fonder de famille, ne peuvent pas les aider. Ils sont devenus parfois vieux. Et c'est pourquoi je considère qu'il faut, la priorité des priorités, c'est notre jeunesse. Il faut qu'elle ait des perspectives. Elle fait qu'elle ait une bonne formation de base. Et il faut faire en sorte qu'il y ait des emplois. C'est pourquoi, si je suis président, la priorité sera la jeunesse. Comment lui dispenser un enseignement de base, de qualité, un enseignement technique et professionnel qui lui permet d'affronter le marché du travail d'abord dans le pays. Comment éviter cette hémorragie que nous vivons? Nous sommes émetteurs d'immigration clandestine en Europe. Aux États-Unis, tout le monde cherche à partir. Les parents vendent leurs bœufs, leur terrain, pour que les enfants partent. Ce n'est pas normal. Il y a des opportunités, il y a des richesses, il y a des politiques publiques qu'il faut mettre en œuvre pour fixer cette jeunesse en lui donnant des perspectives, en lui donnant les chances d'avoir un emploi et des salaires décents dans leur pays. Et certains même peuvent se révéler des capitaines d'industrie. Il faut qu'il y ait des mécanismes pour accompagner ceux qui ont des idées, pour transformer ces idées en projets et ces projets en entreprises. Il faut mettre en place
les structures, mettre les moyens. Parce que le bonheur de la Guinée, c'est le bonheur de ses enfants. Le malheur d'un jeune, c'est son malheur à lui, c'est le malheur de ses parents. Donc certains mourront sans avoir vu leur enfant vivre dignement et assurer la suite. Ils sont partis. Certains ne reviendront pas. Ils fonderont des familles là-bas. Et pourtant, ils aiment la Guinée. Nous devons tout faire pour que cette jeunesse dynamique, intelligente, qui peut être source d'innovation, puisse s'épanouir dans notre pays. On a tellement de potentialités. Je ferai en sorte qu'il y ait un ministère de la jeunesse et de l'emploi fort. Et je créerai un service d'appui à la présidence pour veiller personnellement à ce que cette jeunesse soit aidée. La première initiative, c'est l'enseignement de qualité, de base, le système éducatif, pour qu'il puisse affronter ce marché du travail qui est devenu mondial, même dans notre propre pays. Vous voyez les autres arrivées des pays de la CEDEAO, de la Chine, partout. Il faut que la jeunesse guinéenne soit compétitive chez elle pour qu'elle puisse conquérir les emplois qui naissent. Regardez dans le BTP, la plupart des ouvriers qualifiés viennent des pays limitrophes. Parce que les nôtres n'ont pas reçu la formation qu'il faut. Nous importons de la main-d'œuvre et nos enfants partent pour aller pour des emplois peu valorisants en Europe, mais relativement mieux rémunérés. Alors, 2040, pour moi, c'est une Guinée industrialisée qui transforme sur place ses matières premières. J'aime donner l'exemple de la bauxite. Nous avons été le premier pays à abriter une usine d'alumine. La petite usine de Fria, c'est une petite usine qui transforme 2 millions de tonnes de bauxite pour produire 500 à 600 000 tonnes d'alumine. Mais c'est 3200 emplois. Aujourd'hui, on exporte 90 millions de tonnes de bauxite non transformées. Il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas de port, il n'y a pas de transformation de cette bauxite en alumine. Imaginez si pour transformer 2 millions de tonnes en alumine, vous créez 3200 emplois, 1200 directs et 2000 indirects. Si vous transformiez 50 millions de tonnes, qu'est-ce que ça fait? Beaucoup ne seraient pas partis. Oui. Alors, il y a 2040, la Guinée sera un pays qui attire des immigrants. Ce serait plus. Si je suis président, je créerai les bases de cette émergence. Parce que les choses sont là, les matières premières, les potentialités sont là. C'est notre choix en tout cas. Alors, la dernière question, comment on explique qu'avec toute cette expérience que vous avez eue, les hauts et les bas, jusqu'à présent, vous n'avez pas écrit un livre? C'est en cours. Ah, donc c'est une exclusivité. Film FM. Et voilà, donc vous l'avez compris. En tout cas, merci d'avoir accepté cet entretien avec nous, Film Guinée. Ça a été un plaisir de passer chez vous. Et on vous souhaite en tout cas un très bon retour au pays, peut-être. Et merci également à la famille. Et merci à vous aussi. Et bon sport. Bien, merci. Je dois féliciter Film FM. Je le fais parce que vous êtes resté, malgré les intimidations, les sabotages, vous êtes resté une radio que je considère comme responsable, qui participe de manière objective au débat et qui diffuse la bonne information. Je vous encourage à continuer parce que c'est ça le bon côté. L'opportunisme, la démagogie, la délation, la recherche des faveurs des puissants, tout ça contribue à envoyer notre pays en arrière. Or, il faut que nous avancions maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers internautes. On se reprend très bientôt pour un nouveau numéro de LiveFilm. À la technique, il y avait le directeur technique de Film 24, Kalila Wada, et puis accompagné du responsable de production, Amadou Ouri Diallo,
Et celui qui a réalisé cette émission et la facilité également, c'est M. Kabiné Fofana, directeur voilà, de communication, du digital et du sondage. Nous remercions aussi à nos auditeurs et à nos, voilà, à nos téléspectateurs sur nos différentes pages. Portez-vous bien, excellente soirée chez vous. Merci.